Bienvenue dans l'épisode numéro 8 de notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, un format un peu différent vous attend. Je reçois non pas une, mais deux invités passionnés et complémentaires, Roxane Marchal, géobiologue, et Mélanie Bouchetard, consultante en feng shui et astrologue chinoise, que vous avez peut-être déjà découverte lors du tout premier épisode. À elles deux, elles nous ouvrent les portes d'un univers fascinant, celui de la maison comme miroir de notre énergie et de notre chemin de vie. Cerise sur le gâteau, une offre spéciale vous attend. Vous bénéficiez d'une remise exclusive de 10% sur l'accompagnement maison holistique proposé par Mélanie et Roxane. Tous les détails sont dans la description de l'épisode, alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter. La perception que l'être humain a des énergies terrestres et de son environnement a été l'intérêt de toutes les civilisations de ce monde. Les Romains, avant l'implantation d'une nouvelle ville, faisaient paître des moutons puis les abattaient pour étudier leurs viscères. Si les viscères étaient abîmés ou malades, ils cherchaient un autre endroit. Merci Mélanie. Je suis ravie de recevoir à mon domicile Mélanie Bouchetard, que vous avez déjà découvert l'épisode 1. Bonjour. J'ai également à mes côtés Roxane Marchal. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la relation de l'humain à son lieu de vie. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Le feng shui, Mélanie, qu'est-ce que c'est ? Donc le feng shui, c'est un art traditionnel chinois qui date de plus de 4000 ans. Cet art a pour vocation de permettre à l'être humain de se sentir dans un environnement qui le soutienne, aussi bien dans sa vitalité, donc sur le plan physique, que dans sa vitalité psychique, donc sa clarté d'esprit. Donc, parmi tous les arts traditionnels chinois, on retrouve la médecine, l'acupuncture, la réflexologie, et donc le feng shui aussi, l'astrologie, qui partagent tous un tronc de connaissances commun, qui repose sur la vision taoïste de l'ordre du monde. Et cette vision, c'est de dire que l'être humain eh bien, se trouve entre le ciel et la terre. Donc on appelle ça des chances. Donc on a la chance du ciel en haut qui correspond à l'astrologie, la chance de la terre en bas qui correspond au feng shui, et puis la chance de l'humain au milieu qui fait le lien entre le ciel et la terre. Donc le feng shui, c'est la science de la terre, et la chance de la terre, c'est-à-dire comprendre quelles sont les énergies dans notre environnement, en quoi ces énergies nous soutiennent, au contraire nous entravent. Et donc là, il y a l'idée de rentrer en affinité avec un lieu. Donc certains de nous le font à l'instinct, ça nous est tous arrivé de faire l'expérience de visiter un lieu, une maison, un appartement et de dire jamais de la vie j'habiterai là. Ça, il n'y a pas besoin de faire du feng shui, et même les gens qui se disent rationnels ou les sceptiques ont tous fait cette expérience de sentir qu'un lieu est bon ou les rebute. Pareil dans un restaurant pour choisir une place. En fait, quand le serveur nous met un endroit qui ne nous plaît pas, c'est une expérience qu'on a tous fait et on sait que pour avoir la meilleure expérience possible, ce ne sera pas à cet endroit-là. Donc c'est pareil pour la maison, sauf que les Chinois ont codifié en fait les critères pour sélectionner un lieu qui est dans l'environnement extérieur et dans son organisation intérieure va pouvoir nous apporter du soutien. Et dernière petite précision importante, il faut savoir qu'à l'origine, le feng shui, c'était le feng shui pour les tombes. Donc les tout débuts du feng shui, c'est destiné aux empereurs. Et donc c'est cette connaissance des maîtres taoïstes permettant d'identifier un endroit qui soit propice pour qu'un empereur soit enterré et que la manière dont le qi est conservé dans la terre puisse bénéficier à ses descendants pour créer justement une dynastie. Puis après, on a transposé ces critères non plus pour, disons, la maison des morts, mais la maison des vivants. Bah, écoute, c'est une introduction passionnante. Roxane, la géobiologie, qu'est-ce que c'est en deux mots ? Eh bien, la géobiologie, ça va être l'analyse des énergies telluriques qui sont souterraines émises par la planète Terre, et on va en retrouver sur toutes les terres émergées, sauf dans les océans. On n'a pas la capacité encore à détecter ces énergies dans les mers et dans les océans. Alors, je vais rebondir sur ce que Mélanie vient de dire. La géobiologie, et on a une partie qui est construite et développée à l'origine pour tous les lieux sacrés, les lieux de culte. Ça regroupe avec la partie des empereurs. Donc là, on a des bâtiments qui sont localisés sur des lieux telluriques énergétiquement positifs
et qui permettent de créer des points d'acupuncture à certains endroits sur la Terre, des hauts lieux vibratoires. Et puis, ça s'est découlé et maintenant on l'utilise dans les lieux de vie, dans les bureaux, dans les centres de bien-être, un peu partout. Et ça nous permet d'apaiser nos relations et aussi de faire un travail sur la grosse problématique du sommeil euh, qui nous permet d'être améliorés. Je rebondis, tu évoques centre de bien-être, ça peut aussi améliorer, puisqu'on est dans un podcast d'entrepreneurs, est-ce que ça peut aussi améliorer des relations liées au commerce? Est-ce que ton intervention, Roxane, peut aider un centre, un bureau, une entreprise? Tout à fait, ça peut permettre, par exemple, s'il y a des très fortes nocivités localisées sur la porte d'entrée ou devant la devanture du centre ou du magasin, ça peut empêcher les clients d'entrer. On revient à la théorie du restaurant. Et puis, en effectuant ce nettoyage, ça va fluidifier la clientèle, ça va créer du clientélisme, ça va aussi permettre au thérapeute qui va pratiquer son savoir énergétique d'être moins fatigué, de faire un travail qui va être plus efficace, et pour lui et pour son client. Ça va aussi permettre d'éviter du turnover qui peut être parfois important dans ces centres. Et attirer aussi beaucoup de clients, par exemple sur les restaurateurs ou les boulangeries. Parfait. J'ai une question pour vous deux, Mélanie, Roxane. En quoi les disciplines sont complémentaires? Alors, au niveau du feng shui, c'est une approche, on va dire, en superstructure. C'est-à-dire que moi, je vais m'attacher à analyser la qualité énergétique de l'environnement autour de nous. Donc, à l'origine, le feng shui prend sa source donc, dans les montagnes chinoises. Donc, c'est l'analyse des montagnes, des cours d'eau et comment cibler le spot au milieu de ces montagnes et ces cours d'eau qui va permettre qu'on soit ce qu'on appelle dans un embrassement, c'est-à-dire qu'on soit en sécurité à l'arrière avec une vue dégagée devant, et comment on place l'eau dans tout ça pour qu'elle nous apporte de l'énergie au lieu de nous drainer. Donc moi, voilà, je m'attache à cette analyse dans l'environnement extérieur autour de nous, l'environnement naturel, et puis évidemment importé dans les villes, l'environnement non naturel, mais qui reste notre environnement, et on peut faire des parallèles. Par exemple, les cours d'eau vont être figurés par la circulation, les routes, les voies. Et les montagnes, on peut pas, il n'y a pas de transposition. La montagne, elle contient l'énergie de la terre, donc on ne peut pas faire la transposition. Mais pour ce qui est de l'analyse d'un lieu et de ses potentiels, moi, je fais rentrer deux écoles. J'utilise deux écoles. Une école qui s'appelle l'école de la forme et l'autre l'école de la boussole, qui sont complémentaires. Et puis, il y a le plan invisible. Et le plan invisible, là, ça passe par des calculs. Donc ça, c'est plus méconnu en feng shui. Et donc, ces calculs permettent de qualifier la structure énergétique d'un lieu, c'est-à-dire de comprendre sa dynamique, de comprendre comment il fonctionne et ce qui nous autorise à vivre. Et ça passe par faire entrer en corrélation une variable temps, une variable espace, qui correspondent à l'orientation du bâtiment et à sa date de construction et la date d'emménagement. Et à partir de là, moi, je peux dire, dans telle pièce, associée à telle orientation, la qualité énergétique, elle est bonne ou mauvaise en soi, premier point. Deuxième point, elle est bonne ou mauvaise pour la personne qui va y habiter, parce que le feng shui, c'est vraiment un lieu donné, à un moment donné, pour des personnes données. C'est toujours ultra personnalisé. On veut faire correspondre la structure énergétique du lieu avec celle de la personne, pour que le lieu puisse soutenir la personne. Donc ça passe notamment par des informations aussi sur la structure énergétique des individus, un calcul par rapport à la date de naissance qui donne les 4 orientations favorables et les 4 orientations défavorables pour placer son lit et être correctement orienté. Voilà, si on passe 8 heures par nuit dans un lit qui est orienté dans une direction qui est opposante pour nous et qui nous apporte des obstacles relationnels, professionnels, de santé ou de lucidité, de clarté d'esprit, eh bien ça se ressent dans la vie. C'est comme ça qu'il y a un lien très fort entre le lieu où l'on vit, comment on s'y installe et la vie que l'on a effectivement, parce qu'on fait nos racines dans ce lieu, et si les racines se font dans un terreau
où l'énergie n'a pas été comprise, où on ne capte pas le Wi-Fi correctement, et ça se ressent dans la communication après et dans toute la vie. Donc voilà, moi, ma partie à moi, elle va être en superstructure. La partie de Roxane, ça va être en sous-sol. Mais effectivement, il y a des points de contact. Alors d'abord, c'est évidemment complémentaire, on comprend bien. Et puis, on peut se relier l'une l'autre parce que moi, par exemple, ma boussole, quand je dois faire mes grilles d'évaluation, donc je prends les orientations. Et si ma boussole a une aiguille qui saute, qui n'est pas stable, j'ai l'information qu'il va falloir aller chercher dans le tellurisme et qu'il va falloir aller chercher la géobiologue pour comprendre quels sont les phénomènes souterrains qui viennent perturber le potentiel énergétique disponible en superstructure, mais qui est compromis parce que la géobiologie en dessous crée des petits obstacles. Du coup, c'est une bonne transition pour Roxane. Et oui, en fait, le domaine commun entre nos deux pratiques, c'est l'habitat et comment habiter. Comment est-ce qu'on entremêle l'espace et le temps et comment on s'approprie ces lieux. Et puis, c'est aussi l'intégration du sens des lieux dans deux lectures. C'est l'orientation et aussi dans la relation sentimentale au lieu. Voilà, comment on s'approprie l'espace. Et en fait, la géobiologie va faire le travail invisible du feng shui en analysant ce qui se passe de façon tellurique sous la maison. Est-ce qu'il y a une faille? Est-ce qu'il y a un cours d'eau? Est-ce qu'il y a des réseaux telluriques? Est-ce qu'il y a des cheminées cosmotelluriques? Est-ce qu'on est sur une mémoire d'un ancien cimetière, par exemple? Ça va donner une clé de lecture à la partie feng shui pour détailler et rentrer vraiment en profondeur pour expliquer et donner une concrétisation tellurique aux problématiques rencontrées par les personnes qui vivent, qui habitent ce lieu. Si on donne une petite notion de vocabulaire, réseau tellurique, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le maillage énergétique qui se retrouve sur toute la planète. Donc on a des réseaux telluriques, c'est le premier Hartmann, Curie et Huysman qui ont des orientations et des distances différentes. Et on étudie ces trois réseaux principaux car ils ont un maillage assez fin pour être détectés dans les lieux d'habitation. Les autres réseaux d'or et d'argent ont des très grands maillages tous les 200 et 400 km. Et du coup, on sait, en France notamment, où est-ce qu'ils sont situés. Donc on n'a pas besoin de les chercher, par exemple, quand on travaille en région Rhône-Alpes, car il n'y en a pas qui passent. Très bien. Tout ça est extrêmement passionnant. On va essayer aussi d'agrémenter avec des anecdotes que vous avez toutes les deux connues. Je continue avec Roxane. Je crois que tu as une anecdote avec un restaurant parisien. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, tout à fait. Donc on est sur le boulevard Haussmann, dans le 8e arrondissement de Paris. Et c'est une personne qui a deux restaurants. Un restaurant qui fonctionne très bien et un autre restaurant qui périclite. Donc cette personne, je la rencontre lors d'un déjeuner dans son restaurant qui fonctionne très bien. Évidemment, je ne suis pas allée dans l'autre restaurant. Et en fait, je passais devant, mais j'avais juste envie de fuir cet espace. Et puis à l'intérieur, il n'y avait jamais personne. Il y avait aussi des très grands miroirs qui, pour moi, pompaient toute l'énergie et étaient vraiment très obscurs. Et donc, en discutant avec lui, je lui ai proposé de travailler avec lui sur le restaurant qui était en train de sombrer. Et on a fait toute l'analyse en géobiologie et aussi du trottoir, la devanture. D'accord. C'était là où il y avait les plus grosses problématiques. On avait des cheminées cosmotelluriques qui venaient. En fait, la cheminée cosmotellurique, ça va faire un repoussoir. Ça va nous donner envie de fuir le lieu et nous empêcher d'entrer. Donc il n'y avait aucun passage devant le restaurant. En fait, il y avait un passage, mais un flux continu de personnes et qui ne s'arrêtait jamais devant le restaurant et qui avaient des difficultés à passer la porte. Une fois qu'on a fait le nettoyage, ça a été vraiment, au bout d'une semaine, le taux de remplissage du restaurant a commencé à augmenter. Et puis quand je passais, à chaque fois, je voyais que même la terrasse était remplie. Et ils se sont mis aussi à faire des soirées-concerts. Ça a redonné un second souffle et une seconde vie à ce restaurant. Et voilà, et du coup, il était très content parce qu'il n'a pas eu à s'en séparer. Et ni à licencier ses salariés. Oui, il avait aussi une problématique de turnover
et de personnes qui quittaient leur poste vraiment très rapidement parce qu'ils se sentaient eux-mêmes épuisés. Est-ce que dans ces cas-là, tu interviens aussi dans un restaurant qui tourne déjà bien ou c'est pas nécessaire? Je pense que la personne ne m'appellera pas. Euh, Donc, pas besoin, l'abondance est déjà présente. Tout à fait, oui. Et toi, Mélanie, est-ce que tu as aussi un exemple à nous partager, une anecdote qui t'a marqué pendant ta carrière? Oui, quand j'ai travaillé pour un siège social aux abords de la place Vendôme, c'est donc le chef d'entreprise faisait appel au feng shui avec quand même un état d'esprit visionnaire et pour harmoniser les relations. C'est-à-dire qu'il avait la conscience que harmoniser une organisation, ça passe par aussi des aspects subtils qui viennent donc soutenir. Donc quand je lui fais le diagnostic et qu'on a ensuite mis en place les recommandations d'aménagement, donc déplacer certains bureaux, regrouper, sortir certains bureaux de certaines zones, etc. Donc c'était des recommandations, il faut le dire, tout à fait intégrables, parce que dans le feng shui, on a parfois l'impression qu'il va falloir casser les murs et tout recommencer. Donc pas toujours, ça peut être vraiment une histoire de déplacer de quelques mètres, parfois centimètres, un bureau. Et j'avais fait l'expertise sur l'ensemble du bâtiment, donc il y avait deux plateaux. Et 3 semaines après, il m'a rappelé pour me dire, effet logique mais que je n'avais pas vu venir, et lui encore moins, que en fait, les salariés qui lui posaient des problèmes étaient partis d'eux-mêmes. Intéressant. C'est-à-dire que dans un groupe, souvent, les personnes qui créent le chaos ne sont pas forcément les plus nombreuses. Il en suffit d'un ou deux, trois. C'est un petit nombre, en fait, c'est un petit noyau. Et ça faisait un moment, en fait, et ça n'avait pas été mentionné dans nos échanges spécifiquement. Et donc c'est après coup qu'il m'a dit, c'est incroyable, en fait, depuis que tu es passé, qu'on a fait les alignements, j'ai vu que certaines personnes ne pouvaient pas rester dans ces alignements, en fait, que l'énergie ne matchait plus, qu'il n'y avait plus de place pour eux. Et ça s'est fait sans heurts, puisque les gens sont partis d'eux-mêmes, donc c'est une décision en plus qui venait d'eux, donc ça s'est fait en paix et tout le monde était content. Voilà, ça c'est une des anecdotes les plus marquantes. Donc ça, c'est une très belle anecdote sur le plan entreprise. Est-ce que tu as une anecdote avec monsieur et madame Toulon? Oui. Là, une des dernières en date, c'est un couple qui m'a appelé parce que leur fils, qui avait 9 ans, n'avait jamais voulu dormir dans sa chambre. Donc ça faisait 9 ans que ce petit trésor était dans la chambre de ses parents. Et donc, ils avaient tout essayé, ils ne trouvaient pas de solution. On a fait le feng shui dans la chambre de cet enfant. J'ai associé l'enfant à l'expertise pour qu'il donne son avis, qu'il m'explique ce qui n'allait pas dans cette chambre. Donc il n'a pas été très causant au départ, puis petit à petit il a fini par me dire 2-3 petites choses. Et puis surtout moi j'ai fait des propositions à sa mère avec lui qui était là pour dire oui ou non ça me plaît pas. Et puis la mère m'a rappelé 48 heures après en me disant qu'il allait se coucher le soir dans sa chambre sans problème. Puis je l'ai revu après pour d'autres sujets et ça se confirme dans le temps. Donc ce problème est réglé. C'est très rapide comme résultat. Oui, c'est très rapide. Est-ce que pour ça, il faut que l'enfant coopère, soit aussi OK avec ce qu'il se passe dans son environnement? Alors, moi, c'est ma pratique. C'est-à-dire que je trouve que les adultes, même avec les meilleures intentions du monde, imposent beaucoup de choses aux enfants. Et que, en fait, moi, quand je fais du feng shui chez quelqu'un, chez les particuliers, c'est aussi une manière pour les personnes de s'approprier les lieux, de rentrer en contact avec leur lieu, comme disait Roxane tout à l'heure, de développer une relation à son lieu, affective, énergétique, une implication. Et ben, il n'y a pas de raison que les enfants soient privés de ça. Et donc, effectivement, en les associant, ça permet que moi, je ne sois pas une nouvelle sorte de contrôle sur eux, mais que je vienne vraiment construire avec eux l'image et la représentation qu'ils ont de leur chambre pour y être bien. Et effectivement, comme ils y participent, comme ils choisissent, et bien après, ça se fait beaucoup plus naturellement d'intégrer les lieux sur lesquels ils se sont eux-mêmes projetés, ils se sont eux-mêmes investis. C'est génial. Et ils ont été entendus. Ouais. Roxane, est-ce que tu veux rebondir sur ce genre d'exemple? Oui, les effets sur les enfants, c'est vraiment quasi instantané. Et c'est ça qui est vraiment très beau. Et souvent, c'est eux qu'on muselle, parfois, très souvent.
notamment s'ils ont tendance à avoir des entités ou des présences. C'est pas forcément compris par leurs parents. Et du coup, le fait d'intervenir en géobiologie aussi, ça permet de mettre des mots pour l'enfant et pour les parents sur les problématiques rencontrées. Et c'est sûr que oui, il y a beaucoup d'exemples Justement, est-ce que tu veux nous en donner un exemple de ce type-là? Oui, avec les enfants, j'avais une maman qui n'osait pas mettre sa petite fille de 6 mois dans sa chambre. Et elle dormait en cododo, alors c'était pas forcément une problématique, mais elle n'arrivait pas à rentrer dans cette pièce. Et c'était vraiment le lieu le plus chargé de la maison. Il y avait énormément de cheminées cosmotelluriques. Il n'y en avait pas du tout dans le reste de la maison, mais dans la chambre de la petite fille, il y en avait, il me semble, de tête 12. Dans un espace de 10 mètres carrés, oui, ça fait 1 par mètre carré, c'est vraiment énorme. Et des réseaux, et de l'eau, enfin, toutes les nocivités possibles et imaginables. La totale dans la même chambre. Et cette maman, c'est marrant, elle a noté jour après jour, après mon passage, les effets sur sa famille et sur elle-même. Donc elle m'a fait un compte-rendu vraiment très très détaillé. Et le lendemain, elle a réussi à mettre sa petite fille dans son lit et elle dort depuis paisiblement dans sa chambre, comme une grande petite fille. Ça, c'est une belle histoire. Donc on peut faire appel au Feng Shui, à la géobiologie, pas seulement pour son entreprise, mais aussi pour son habitat personnel, pour sa famille. Oui, c'est même avant tout là que ça commence. C'est là où souvent que ça commence. C'est d'abord C'est assez personnel. Oui, c'est toujours soi, s'harmoniser déjà personnellement, harmoniser son environnement immédiat de vie et après continuer effectivement élargir le cercle aux entreprises. Mais ça commence par trouver des outils d'harmonisation et d'équilibre pour soi et les siens. Et puis ça permet de revenir aussi, ce que je voulais dire, c'est que le travail de Roxane et le mien peuvent avoir peuvent déclencher comme ça des réactions un petit peu, on va dire, étonnées au minimum, alors qu'en fait, nos métiers sont des métiers de bon sens. Et ça fait revenir en fait au réel, au seul réel qui existe. Et le seul réel tangible qui existe, c'est quand même la Terre. C'est sur quoi on est posé. Et on utilise le mot géomancie pour la boussole chinoise, on appelle ça la boussole géomantique, qui s'appelle le lopan pour moi identifier les orientations en feng shui. Le mot géomancie, il est commun à toutes les cultures. Et j'ai regardé du coup dans le dictionnaire, et la géomancie, ça veut dire au départ jeter des cailloux sur la terre pour avoir une réponse à une question. Donc il y a vraiment un côté divinatoire, mais en fait, ne nous attardons pas là-dessus. Ce qui est important, c'est que depuis toujours, les humains savent que la Terre a des informations à nous donner. Et en fait, la géobiologie nous donne des informations, le feng shui nous donne des informations, et ces informations, elles s'inscrivent dans une compréhension globale de la nature, de nous qui nous inscrivons dans cette nature. Et même si on est dans des villes, ces villes sont incluses dans la nature et les lois de la nature. La planète Terre, c'est pas une ville, c'est une immense nature dans laquelle les villes sont incluses. Et donc voilà, je trouve que c'est des métiers qui sont des métiers de bon sens, de pragmatisme, et qui nous remettent dans un réel très loin du virtuel, un réel très très concret, le seul qui existe encore une fois. Et c'est ça qui nous donne de la force, de l'ancrage, de la lucidité, de la confiance pour mener nos vies en accord avec nous-mêmes. Oui, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Voilà. Il y a des études derrière, oui. J'imagine, des très longues études. Il y a des très longues études pour Roxane comme pour moi. Ça se compte en décades et on ne finit jamais d'apprendre. Et puis c'est pas pour rien si ce sont des savoirs ancestraux, comme on disait. C'est-à-dire que c'est un savoir commun, c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est toujours très enrichissant de se relier à ce que nos ancêtres ont vu, compris, expérimenté et qui nous ont légué. C'est un fil en fait qu'on se transmet. Merci Mélanie. Avec joie. Roxane, est-ce que tu veux rebondir sur ce dernier commentaire de Mélanie? Oui, parfois c'est malheureux, la maison n'est pas un lieu refuge, alors que c'est là où on doit se sentir bien. Il y a beaucoup de personnes qui restent au travail ou qui fuient leur maison.
Et nous, avec Mélanie, on souhaite que les gens habitent, vivent et gardent dans cette maison des choses précieuses, leur vie animale, leur vie végétale, leur vie humaine, par cette approche énergétique, vibratoire et holistique. Eh ben, je pense que je n'ai pas trouvé meilleure conclusion à ce podcast. On va garder ces 5 dernières minutes, puisqu'on garde notre format court, comme vous connaissez, 3 questions principales, 30 minutes. J'aimerais vous donner la parole sur votre actualité. Donc, Roxane, est-ce que tu veux parler de ton actualité? N'hésite pas à nous faire part de ton association. Et il me semble que tu es passée récemment sur YouTube. Oui, tout à fait. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne La Spiritualité pour tous de Marie-Louise, où je vous dévoile mon parcours, les choses qui me sont arrivées et comment j'en suis venue à devenir géobiologue à 31 ans. Et vous pourrez aussi en fin d'année me retrouver à l'association AWEN, où je ferai une conférence dans le sud. Et mon association, je suis la vice-présidente de l'association Savoir Radiesthésie à Chambéry, qui est l'une des plus grosses associations de radiesthésistes de France, pour tout ce qui va être atelier de magnétisme et géobiologie. Parfait. On retrouvera toutes les informations dans la description du podcast. Mélanie? Oui, alors cette année, je fédère avec un de mes collègues un groupe de thérapeutes avec lesquels nous créons un collectif spécifiquement dédié aux entreprises, justement, pour pouvoir leur proposer toute une collection complète de prestations dans le bien-être, l'équilibre et l'harmonie. Donc, qui passe par le feng shui et l'astrologie chinoise, qui sont donc mes pratiques, mais aussi le magnétisme, les massages, les mémoires akashiques, tout plein de pratiques en fait qui ont le même objectif, c'est-à-dire harmoniser une organisation. Et puis moi, vous pouvez me retrouver effectivement sur mon site internet et sur mon compte Instagram astrologie My Dragon Paris. Et sur mon compte Instagram, je fais tous les jours une story sur les énergies du jour, pour pouvoir s'aligner avec ce que le temps nous offre. Dont nous sommes très fidèles, Roxane et moi. Merci beaucoup pour ce moment. Vous trouverez cet épisode très prochainement. Merci Mélanie, merci Roxane et je vous dis à bientôt. Merci Nitaya. Merci. Au revoir.